Go. Voilà, bonjour. Bonjour. On est chez Oxygène, à Oxygène, un restaurant Oxygène. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ce restaurant, comment il s'est créé, avec qui ça s'est passé, un peu l'aventure d'Oxygène? Alors, l'aventure d'Oxygène, c'est d'abord une histoire d'homme, une histoire d'amitié. Ça fait maintenant 12 ans que je voyage en Asie, avec diverses opportunités au cours de ces 10 dernières années. Et puis l'envie de faire autre chose en dehors de notre restaurant en Bourgogne, à Dijon. Une histoire d'amitié. Un ami, Frédéric, m'a appelé, et qui s'occupait du groupe Cross2, pour lequel on travaille à Oxygène, et qui me dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de signer un restaurant pour nous? C'est à Chiang Mai. Donc Chiang Mai, j'étais déjà venu il y a 5 ans de ça. Une ville que j'aime bien. Donc du coup, le projet est né de ça, en fait, d'une histoire d'homme et d'une histoire d'amitié. Ok, Voilà. le restaurant qui existe depuis combien de temps? 1 an maintenant. Et alors, donc vous travaillez beaucoup avec les produits locaux. Comment ça se passe les menus? Comment vous élaborez les menus? Alors on travaille à 95% de produits thaï, majoritairement venant du Royal Project, puisqu'on a des produits extraordinaires dans la montagne. On travaille les crayfish, donc les écrevisses, on travaille les sturgeons, on va travailler tous les légumes, forcément, fruits et légumes. C'est vraiment basé là-dessus, on est vraiment sur les fruits et les légumes. Et puis après on a une cuisine qui est faite de condiments, donc on a du tamarin, comme tu peux le voir au-dessus, on a des tamarins plein le restaurant, donc voilà. Travailler un maximum de produits locaux. L'idée, c'est de dire qu'on travaille dans un resort, qu'on travaille pour la clientèle de l'hôtel à la base. Donc c'est souvent des personnes qui ne sont pas habituées à manger thaï. Il faut savoir que la cuisine thaï, forcément, elle est très épicée. Le premier jour, c'est bien, le deuxième jour, ça va. Le troisième, ça commence à devenir compliqué. Nous, l'idée, c'est d'amener des saveurs thaï, sans le côté pimenté, sans le côté très chaud et brûlant de la cuisine thaï. Ouais, avec une vraie réinterprétation, ça c'est pas... Forcément. Ouais. On a l'inspiration de la street food beaucoup. Là, sur les derniers plats, on a revisité un kao camu qui se fait dans la rue à Chiang Mai. Moi, j'aime bien, après les services, aller manger un peu street food. Et à partir de là, de dire, mais c'est délicieux. Ce plat-là, il est délicieux. Forcément, je ne peux pas le mettre dans mon restaurant parce que c'est pas fine dining, c'est pas gastro. Donc, on l'a retravaillé comme ça en se disant, OK, on reprend les mêmes saveurs, on reprend les mêmes produits et on retravaille le design de l'assiette, tout simplement. Le khao soi, qui est un des plats les plus identitaires de la ville de Chiang Mai. On a le meilleur qui est juste en face de l'hôtel. Moi, dès que j'ai fini ma mise en place le matin, hop, on part à midi avec Alex manger un khao soi. Ça, c'est la base. On le mange, on dit OK, il est délicieux. Est-ce qu'on peut le servir dans notre restaurant comme ça? Évidemment non, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc on fait une réinterprétation de ce qu'on peut manger dans la rue, en enlevant le côté vraiment épicé. Ça, j'y tiens parce que... Et puis on est ouvert à tout type de clientèle. Forcément, les Thaïs sont les bienvenus. Oui. Évidemment, les locaux sont les bienvenus, mais s'ils ont besoin de plus d'épices, on leur met un petit peu de chili à côté, et puis tout va bien, et on arrive à satisfaire tout le monde en ayant notre propre identité. Nous, notre identité, c'est pas forcément le piment, c'est pas forcément des choses qui vont être très chaudes en bouche. On est plus sur la saveur, on est plus sur les parfums. Des choses un peu plus subtiles. Voilà, je pense que c'est ce qui va différencier notre restaurant avec une cuisine thaï de rue, tout simplement, que j'adore. Tu peux définir un peu les grandes lignes de la cuisine que tu fais. Ouais, les grandes lignes, dans tous les cas, c'est un peu comme on peut le faire à l'Auberge de la Charme. Qui est mon restaurant en Bourgogne. C'est toujours des condiments, c'est toujours amener un peu de twist. Ici, mon surnom, c'est Nicolai en Thaïlande. Parce que je mets toujours du lime, enfin du citron vert sur un peu tous mes plats. Donc ça, c'est vraiment la ligne directrice. Plutôt que d'avoir du piment, on va choisir d'avoir de l'acidité. Mais encore une fois, en subtilité, on va pas te faire manger un citron entier, mais toujours avoir quelque chose qui va te réveiller la bouche, t'amener de l'appétence et te donner envie de retaper dedans et de remanger. Je pense la définition de la gourmandise, quoi, tout simplement. Ok, donc là par exemple, si on parle d'un menu un peu spécifique sur lequel tu as travaillé récemment, celui de l'œil Kratong, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il était composé, comment tu l'as travaillé L'œil Kratong, fête nationale thaï, donc menu thaï. On a retravaillé le larp torm, on a retravaillé, donc forcément on a mis le khao soi, on a mis le khao camu, on a mis le mango sticky rice,
qui est un de nos plats signature maintenant depuis 1 an. On l'a retravaillé avec Alex en forme de sphère, donc quelque chose qui est inhabituel dans la street food, mais pour le coup quand on le mange, on a vraiment cette sensation de manger toutes les saveurs qu'on va pouvoir avoir dans la rue, au même titre qu'on va mettre la soupe à l'oignon, qui est mon plat signature depuis 12 ans, qui bouge pas. Voilà, c'est des plats comme ça qui petit à petit s'ancrent dans notre cuisine et c'était bien. Hier on avait des Thaïs, on avait des Chinois, ils découvrent la cuisine thaïlandaise sans se faire attaquer la bouche. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Thaïs, eux, ils ont quoi comme retour sur la cuisine? Ben, les intrigues de cette espèce de réinterprétation de leur plat. ils sont surpris, mais à la fois ça leur plaît parce qu'eux ils peuvent avoir le dosage avec le piment, on leur met le piment à côté si vraiment ils en ont besoin et on leur dit qu'il n'y en a pas besoin, mais s'ils le veulent ils peuvent l'avoir. Généralement ils ne le prennent pas et ils viennent ici pour découvrir et pour voir ce qu'on peut faire de leurs produits et de leur cuisine. C'est ça qui est intéressant, c'est pas de dire on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre et puis on impose nos idées, on fait pas une cuisine, puis ça n'a pas de sens en fait. On a des produits magiques ici, j'ai pas d'intérêt de faire venir tous mes produits de France ou on travaille dans un terroir. Le terroir il est magique et il est vraiment coloré. Enfin, quand on va dans les montagnes, on a des superbes produits. Hier matin je suis parti chez mon maraîcher Jacques, c'était un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Il y en a de partout, enfin, des papayes, des mangues, on va avoir du curcuma frais, enfin, le tamarin, enfin, tout ce qui peut nous amener de l'appétence et de la gourmandise dans le terroir thaï. Et après, moi, pour le coup, j'amène un peu ma touche française dans les plats. Et à côté de ça, dans notre restaurant en France, on intègre aussi des ingrédients thaï parce qu'aujourd'hui, ça fait... c'était pas notre philosophie il y a quelques années, mais force est de constater qu'aujourd'hui, je voyage beaucoup en Asie, spécifiquement en Thaïlande. Forcément, je ramène des produits, forcément, je goûte de nouvelles saveurs et puis on les intègre. On n'a pas la vocation de faire un restaurant de Thaï en France, on fait un restaurant franco-français, mais avec encore des petits twists qui font un peu voyager. Et je crois que quand on va au restaurant, on vient manger. On n'a pas envie de manger le même plat qu'on va manger chez le voisin, en fait. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand on va manger la cuisine d'un chef, c'est pourquoi on va la manger et d'avoir cette espèce de ligne de conduite. Nous, on a choisi Villacidité parce que intrinsèquement, c'est ce qu'on aime, quoi. Moi, j'ai besoin de te dire, hein, je pars en Espagne, je mange une paella, j'ai besoin de deux jus de citron pour mettre dessus. Bon, voilà. Ça, une fois que je t'ai dit ça, t'as compris mon palais. Donc après, forcément, j'agresse pas les clients comme je peux moi m'agresser, mais on amène ce twist-là qui fait que ah tiens, il y a quelque chose qui m'a réveillé le palais. Voilà. Et alors ce qui est intéressant, Je sais plus ce que tu me disais. non, je disais que c'était aussi assez intéressant la façon dont vous présentez les plats. Alors, le khao soi par exemple, qui n'a rien à voir juste visuellement avec le khao soi qu'on peut trouver dans la rue. C'est tout l'intérêt de venir chez nous. C'est d'avoir un plat où tu te dis bon, ça c'est pas un khao soi. Tu manges. Les structures sont pas les mêmes, mais le goût, t'as on est même un peu plus concentré, tu vois, le khao soi qu'on a en face, c'est un bouillon, nous on le réduit, on le retravaille, la sauce elle est plus lisse. Il y a un tout autre travail qui est amené que la cuisine de rue ou la cuisine familiale thaï, et c'est tout l'intérêt. Si on faisait la même chose qu'en face, personne... Bien sûr. Mais ça pourrait être une réinterprétation purement gustative avec un truc qui ressemble un peu à ce qu'on voit. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a la réinterprétation du goût et il y a aussi la réinterprétation. Après, j'ai envie de te dire qu'il y a surtout le plaisir personnel. Ouais. C'est hyper égoïste. Non, mais c'est. Hein? Tu te fais kiffer. Bah ouais, mais c'est un paradoxe en fait. Le cuisinier, il va te dire moi, je fais plaisir à mes clients. Ouais, c'est super. Bon, moi, je suis super généreux, tu vois. Je fais un peu plus de 100 kilos. Mais à côté de ça, il y a d'abord ton propre plaisir à toi. Comment tu peux donner du plaisir aux autres si toi-même t'en prends pas? Je crois que ça marche pour tout pareil, on est bien d'accord. La base, c'est comment toi tu prends ton kiff pendant 40 ans, parce que c'est à peu près la carrière d'un cuisinier. Moi j'en suis à 25, il m'en reste peut-être encore un peu plus, j'en sais rien, mais il faut que tous les jours tu te dises, putain, je prends du plaisir à faire ce que je fais. Si je dois mettre un bouillon avec 4 pâtes et un morceau de poulet dedans, ça ne m'excite pas. En revanche, le travail qui dit que d'un plat traditionnel, tu peux réinterpréter les mêmes saveurs avec une présentation qui va dire que le client
juste à la vue, il a envie de prendre une photo. Déjà, à la base, c'est pas pari gagné parce que pour moi, le plus important, ça reste quand même le goût. Mais l'esthétique, il fait partie de notre travail. Après, est-ce que tu as envie de faire du prêt-à-porter ou est-ce que tu as envie de faire de la haute couture? C'est juste ça la question. Est-ce que quand tu fais une photo, tu as envie, j'en sais rien, moi, de shooter une nature morte, de shooter un truc vivant? Enfin, après, chacun son truc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est forcément d'amener de la technique, de prendre nous du plaisir et de dire ouais, on a été vers quelque chose qui se fait pas ailleurs. Il y a plein de chefs, même thaï, qui le réinterprètent, le khao soi. J'ai pu le goûter dans différents endroits sur Bangkok. J'aime beaucoup le nôtre. Ouais. Vraiment. Surtout, c'est quand même, ça reste une cuisine qui a été peu réinterprétée. Ouais, et puis ouais, mais ça fait partie moi je dis la création, tout a déjà été créé. Après, nous on s'impose de dire bah, ok, on bosse sur un thème. Et puis après, ce qui nous fait vraiment plaisir, je te jure, hein, les premières fois où je venais ici, maintenant on s'est un peu calmé, on y va une fois par semaine. Mais le cochon, là, le khao kamou, mais je suis un malade. Hein. On fait double assiette, mais on y va après le service. Tu vois, il est minuit, 1h du matin, tu te cales dans la rue avec ton jus de passion, ta bière et ton plat. Mais c'est du bonheur. Donc si le même bonheur que je peux moi prendre en tant que consommateur, je peux l'amener à mon client, mais avec une photographie de l'instant qui dit j'ai jamais vu ce plat-là dressé comme ça, et si je le mange et que j'ai les mêmes saveurs que dans la rue, j'ai double bonheur en fait. Donc moi en tant que cuisinier, je donne du bonheur en prenant, c'est la base. Mais du coup, ça apporte quand même un truc super novateur chez Oxygène, parce que cette réinterprétation à plein de niveaux de la cuisine thaï. Ouais, après, ok, on a un endroit magique, mais tu as vu, on n'est pas basé dans le carré, on n'est pas en plein centre-ville. Il faut vraiment que le client vienne ici. Alors, ok, on a la clientèle de l'hôtel, mais on a énormément de locaux qui viennent, et puis de la clientèle extérieure. Si tu fais une pâte à la carbo, comme tu peux avoir dans tous les restos, tu travailles pas, quoi. Donc oui, à mon sens, un restaurant, il doit être là. Si ta spécialité, c'est de la viande, alors fais de la viande, fais-la la meilleure du monde et tout va bien. Nous, on a choisi un créneau, c'est d'amener des techniques françaises à la cuisine thaïlandaise, de retravailler les produits locaux, de respecter ce terroir-là. Avec, je répète, quelques plats signatures qu'on peut ramener de France et quelques produits, mais c'est... Allez, on va dire qu'on est à 70-30, 70 cuisine thaï refrancisée. Un peu westernisé, on va dire, ouais. sans le côté chaud, parce que tous les westerns te diront la cuisine thaï, ouais, c'est bon, mais c'est super épicé, moi j'y arrive pas, bon d'accord, mais en Thaïlande, il n'y a pas que le piment, ça en fait partie forcément, mais il y a trop de produits. Si t'es foodie, t'es obligé d'aimer la cuisine thaïlandaise, quoi. Il y a des parfums, il y a des herbes, il y a de tout. On enlève le piment, et on retravaille ce qu'on a envie de manger. Et clairement, je te parle que de 2 plats depuis tout à l'heure, parce que c'est vraiment les 2 plats signature d'Oxygène, le khao kamou et le khao soi. Le larp torbe aussi, bon après, moi je m'en lasse un peu, mais voilà, Alex, c'est un dingue de ce plat-là, donc on laisse, puis il est bon et il est esthétique, tout va bien, mais je pense que les 2 précédents, c'est vraiment, pour moi, c'est une éclate en bouche. Ouais. Puis après, voilà, on va voir les clients, on leur demande ce qu'ils en pensent. Et même les tailles, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est que celui qui n'a pas de repère et qui ne sait pas vraiment de quoi on parle, il va dire ok, le plat il est bon et il est bon pour être bon. Le thaï, il a déjà le repère gustatif depuis son enfance en fait. Quand il le mange, il dit ouais, c'est autre chose quoi. C'est ça qui est intéressant. Et tu parlais d'Alex justement. Vous bossez comment ensemble ? Mal. On bosse à distance. Ouais. On s'appelle tous les jours, on s'envoie des photos tous les jours, on communique tous les jours. Et puis après, on se voit quand même pas mal dans l'année. Hein. Moi, je suis venu, j'ai dû venir 6 fois en 2018. Okay. Et puis, on a fait quelques promos ensemble aussi sur le Vietnam ou dans d'autres villes. Donc du coup, on se voit quand même assez souvent, on échange tout le temps en fait. Et on fait les plats qu'on fait aujourd'hui et puis on travaille déjà sur les plats qu'on fera dans 6 mois. Ici, bon, t'as la saison des pluies, ok, mais t'as les mêmes produits qui reviennent régulièrement toute l'année parce que le temps te permet d'avoir des légumes qui repoussent 3-4 fois dans l'année. À partir de là, on peut travailler sur le temps et sur la régularité, pas comme en France où tu te dis si t'as raté la période des cerises ou si t'as raté la période des asperges, c'est mort, hein, tu t'es passé à côté. Ici, t'as quand même des produits qui sont sur la durée, qui sont réguliers toute l'année. Donc
On travaille, on prend le temps, il les met en place ici, on voit on travaille déjà le plating, le dressage à distance, et puis après quand je viens, on les goûte ensemble moi ça se passe très bien, très très bien. Et il y a du coup alors même si c'est toi le dénominateur commun, mais il y a une grosse différence entre ton travail ici et celui de ton restaurant en France. Enfin, toi, la façon dont De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins, on arrive à faire des choses qui deviennent standardisées dans notre personnalité en fait. Petit à petit, parce que c'est un vrai travail commun, et le fait d'avoir Alex ici, le fait d'avoir Anthony, notre chef sur Prenois, David et moi en plus, il y a une vraie synergie entre tous qui fait que quand on travaille sur un thème, on travaille tous ensemble. Tu vois, l'année dernière on s'est amusé, on a travaillé sur les couleurs. Allez, on se donne un thème, le rouge, on fait des plats qui soient rouges, on s'amuse et on part sur le rouge. Puis chacun amène ses idées, puis à partir de là, on resserre jusqu'à dire ça on le met, ça on le met pas, et puis voilà. Une vraie émulation entre tout le monde, une vraie effervescence. Ça amène ça en fait, on est tout le temps sur le fait d'avoir envie de créer des nouveaux plats. Moi je travaille différemment sur Prenois parce qu'on n'a pas de carte. C'est-à-dire que le client il vient, il a carte blanche. Il sait il sait le nombre de plats qu'il va manger, il sait combien il va payer, mais il ne sait pas ce qu'il va manger. On s'adapte en fonction des restrictions alimentaires et des allergies. Et à partir de là, c'est nous qui composons. Donc ici, on a une carte, c'est un peu différent. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il y a un plat qui sort, que ce soit ici ou que ce soit là-bas, moi je ne ferai pas le Khao Soi en France. Voilà, c'est juste la petite différence, quoi. C'est qu'il y a vraiment des plats qui sont très marqués ici, qui resteront ici. En revanche, je répète, je prends des produits et puis je mets des petits coups de piqûre sur des plats franco-français. Et puis après, moi, je ne m'interdis pas le terroir parce que j'habite en Bourgogne. Ouais. David et moi, on est provençaux tous les deux. Si tu te dis que tu travailles 100% la Bourgogne, tu te coupes de tous les produits de la mer. Étant méditerranéen, c'est hyper compliqué. Cécile qui est en salle est bretonne, donc tu vas pas couper le homard breton, tu vas pas couper le bar de ligne. Donc on est ouvert à tout. Et puis ça veut dire que si tu travailles bourguignon, tu vas pas travailler l'yuzu, tu vas pas travailler le kumquat, tu vas pas travailler le gingembre, tu t'interdis un peu ces produits-là. Donc je dis ok, moi mon terroir c'est le monde. En revanche, l'identité, elle est de dire, il y a un vrai fil conducteur de l'amuse-bouche à la milliardise. Mais qui réveille ton palais à chaque fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te mettre une claque gustative à chaque fois. Tu sais, j'ai mangé chez Gagan, sans lui faire de la publicité, sur Bangkok. On en dit du bien, du mal, ce qu'on veut. Moi, tu vois, on est parti chez Gagan. T'entends tout, t'entends du bien, t'entends du moins bien. On y a vraiment été open mind en disant ok, on y va pour prendre du plaisir dans un restaurant et faire une expérience. Je te jure, on a mangé avec Alex, mais chaque bouchée, parce que tu prends tout en finger food, chaque bouchée que tu prends, te met une claque à chaque fois. Ah ouais. À chaque fois. Sur le terroir indien, puisque c'est son thème, il te met une gifle à chaque fois. Est-ce que j'ai envie de refaire ça? Non, pas dans le dressage, il ne te met pas de couvert, ok, ça c'est son identité à lui et tout va bien. Mais nous derrière, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas te laisser insensible. Tu manges un plat, il faut qu'il soit marqué et te dire ce que j'ai mangé là, je ne le mangerai pas ailleurs. C'est ça la base, c'est de se dire quand tu sors un plat, tu dis ok, est-ce que ça a déjà été fait? Puis encore une fois, tu vas travailler un produit, il n'y a pas plus français que le foie gras. Tu le retravailles avec le café de Jacques de Chiang Mai et elle est là la réinterprétation de dire quel est le produit phare. On va prendre le café foie gras, c'est bitter, c'est amer, qu'est-ce que tu peux amener pour qu'il y ait le lien entre les deux. Tu travailles de l'ail noir qui va être, tu vas en faire une crème donc qui va être un peu soyeuse, qui va radoucir un peu le truc, et puis un peu de citron noir. Ça c'est un peu pour les origines iraniennes d'Alex, on glisse comme ça. Donc tu mets un peu de poudre de citron noir et en fait tu restes cohérent même dans le dressage où tu as travaillé sur le noir, quoi. Donc ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est hyper réfléchi. On fait pas. Tu peux faire une cuisine hyper spontanée, mais en fait, on a emmagasiné tellement de saveurs et d'associations que, en définitive, elle est plus instinctive. La cuisine, tu crois que tu fais. Même toi, tu t'en persuades et tu arrives à te mentir à toi-même. Tu te dis, mais non, mais. Certaines choses, j'imagine, qui sont encore de l'ordre de l'instinct et après ça se. Ouais, mais tu vois, il y a 2 ans, je sors un gel Galanga. Ça se passe sur un marché au Vietnam où tamarin Galanga.
T'as un petit panier, c'est un marché mais vraiment le plus local. Je me retrouve là par hasard, j'étais en scout. Je dis ouais, il y a un petit marché, je vais voir. T'as un petit panier de tamarin et juste au-dessus, t'as un panier de galanga frais. Tu regardes les deux, tu vois, tamarin, galanga quoi. Ok. Ben j'ai fait des essais, puis on a sorti un gel avec. Le condiment va faire que c'est ça qui te met la calotte. Après, tu as le produit de base qui doit être d'extrême fraîcheur et d'extrême qualité. Et à côté de ça, tu amènes les twists puis qui t'intéressent aussi. Et puis, j'ai une vraie histoire à raconter avec ça. Le tamarin et le galanga, c'est véridique. Tu l'as vu sur un marché, tu as les deux produits qui sont là. Tu te dis, mais tu sais, tu as eu la révélation, tu as vu le très haut, quoi. Tu dis bon, bah, ok, on va l'essayer, mais et souvent ça part comme ça en fait. Ouais. Ça part d'une bouffe de rue, ça part de rien, mais je m'interdis rien en fait. Je m'interdis. Je m'interdis même pas la jiggle food en fait. Je m'interdis pas de manger salement pour dire pourquoi les gens y vont quoi. Essayer de comprendre. Ouais, bien sûr. Mais en toute honnêteté, que t'aimes ou que t'aimes pas certaines marques de fast-food ou quoi que ce soit, si t'as autant de monde qui y vont, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Tu vois, on a une vraie réflexion aussi sur les sauces. Moi, je faisais partie des cuisiniers hyper classiques qui disaient « Ok, un jus d'agneau, il doit être servi avec un jus pur d'agneau, sans point, qui soit nickel, qui soit lisse. Tu manges de l'agneau pour de l'agneau, ok. Une fois que tu as passé ça et que tu dis « Ok, je sais cuisiner, juste sans prétention, tu es un professionnel, ça fait 20 ans que tu fais ça, heureusement tu sais faire un jus. Et aujourd'hui, je dis, moi j'ai envie de plus travailler sur des sauces et que la sauce soit le liant entre ta garniture et ton produit de base. Voilà, enfin il y a différentes façons de travailler, mais demain je te dirai autre chose parce qu'on aura franchi encore une autre étape et puis c'est bon, ça on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça qui est intéressant. Tu peux travailler sur les saisons, tu peux travailler sur les couleurs, tu peux travailler sur de la street food, tu peux travailler sur un pays, tu peux travailler sur une région. Enfin, je m'interdis rien, quoi. J'ai pas envie d'être mis dans une case et qu'on me dise bah tiens, ta cuisine c'est ça. Si on doit retenir un truc, ouais, c'est le côté un peu acidulé parce qu'on va travailler avec 15 vinaigres différents, parce qu'on va travailler avec tous les agrumes qui puissent exister en passant du calamansi au citron basique, en revenant par le pamplemousse rose, on s'interdit rien, par le cédrat, par la bergamote. Agrumes et acidité. Celui qui te dit j'aime pas l'acidité, tu vois, j'ai un copain il y a pas longtemps, il me dit putain, j'ai mangé chez toi, c'était acide, mais comme ça c'était acide. J'ai dit non, pas tant, enfin pour moi pas tant, mais j'ai dit si t'aimes pas le côté sour un peu dans les plats, je peux rien faire pour toi parce que pour le coup tout ce qu'on peut préparer en avance sur les sauces, sur les légumes, il y a toujours un peu de, il y a toujours un petit trait de citron qui est passé par là. Si t'aimes pas le citron, mange pas chez moi. Voilà. Après ça c'est la base. Mais parce qu'on aime manger comme ça. Mais je crois que c'est pour ça que tu vas manger dans un restaurant en fait. C'est pour la cuisine d'un chef. Si t'aimes pas, en revanche, si t'aimes la fraîcheur, si t'aimes les herbes, si t'aimes ouais, l'acidité. Tu vois, rien que d'y penser, je fais ça parce que. On va faire un petit pas, s'il te plaît, parce que lui, il y a nos spaghettis. Oui, c'est cool. Je disais, t'as fait tes armes avec qui toi, Nico? Je vais te parler de mon dernier chef qui est Gilles Goujon, 3 étoiles Michelin à Fonjoncouze, à côté de Narbonne. Meilleur ouvrier de France, 3 étoiles. Enfin, une cuisine super pointue, une cuisine goûteuse. Il te raconte son terroir. Tu vas manger toute la cuisine des Corbières, il gratte un peu sur la Catalogne, un peu sur le Languedoc. Ok, c'est son terroir. Il y a 10 ans, j'avais une réflexion de dire, David, quand on arrive en Bourgogne, on a retravaillé le bœuf bourguignon, on a retravaillé le lapin à la moutarde, on a travaillé le cassis, on a travaillé des escargots, on a travaillé le pain d'épices. Ok, t'as fait le tour du truc, mais moi j'ai l'huile d'olive qui coule dans mes veines, donc forcément tu mets des plats provençaux, tu mets des petites influences provençales. Tu vois, à l'époque, il y a je sais pas 8-9 ans de ça, on avait sorti la pisse saladière d'escargot, pisse saladière, plat typique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On met des escargots dessus pour faire. Tu fais une cuisine fusion entre ta région d'origine et ta région d'adoption. Et petit à petit, 10 ans après, je sais pas, j'ai dû faire. Je peux pas te dire combien j'ai fait de voyages en Asie sur les 10 dernières années, mais j'en ai fait 2-3. Forcément que ça doit se ressentir, mais il y a 10 ans, je me disais, mais moi je vois pas l'intérêt de mettre des produits asiatiques dans ma cuisine. J'y allais 3-4 fois par an, ok c'est bien, mais c'est quoi? T'as mangé un feu au Vietnam, tu reproduis un feu dans ta cuisine, pourquoi faire? Enfin, c'est quoi la cohérence?
Aujourd'hui, je vais toujours pas te refaire un feu, mais je vais te travailler, je répète encore une fois, des produits que j'amène d'ici et que j'intègre parce que j'ai une histoire à raconter, parce que aujourd'hui c'est ce que je mange au quotidien, c'est ce que je ramène à mes équipes en France, c'est le test qu'on va avoir ici avec Alex, parce que on fait un peu le tour d'Asie et qu'on est des foodies, la base, on aime manger, quoi. Mais je pense que dans l'assiette doit retranscrire ce qu'est le chef, en fait. Quand je te dis, ici il m'appelle Nicolas, mais c'est pas pour rien, quoi. Tu sais, je m'assois, je suis tout le temps. Le seul mot thaï que je connais, le premier mot thaï que j'ai appris, c'est Manao, tu sais. C'est le citron. Hein, ouais. Et maintenant, je vais manger même dans la rue, tu sais, je vais toujours au même endroit parce que quand tu as fait le tour, tu dis bon, là, ça c'est bon pour ça c'est bon pour ça. Tu y vas, le mec il te voit, il te ramène toujours la coupelle de citron, tu vois, c'est bon, t'en as assez donc ça devient marrant. Donc oui, à mon sens, l'identité d'un chef, c'est ce que tu ressens dans l'assiette. Et encore une fois, si c'est pour faire ce que fait le restaurant d'à côté, oui, tu vas diviser ta clientèle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la même clientèle que mon voisin et qu'un jour, elle vienne manger chez moi, l'autre jour, elle est manger chez lui parce que c'est différent et parce qu'il y a des envies différentes par rapport aux personnes avec qui tu vas manger. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Donc, que chacun trouve son plaisir, la base. Tu sais, t'arrives à un moment où tu as essayé de faire plein de choses, de dire ouais avec ça va plaire plus que... Et puis tu arrives à un moment où tu dis ok mais pourquoi je fais ce métier, c'est quoi ma vision d'un restaurant, tu te les poses ces questions-là. Moi ça fait 10 ans que je suis associé avec David et sur Dijon. Ça fait depuis 2011 qu'on n'a plus de carte. On arrive à un constat de dire mais ok on s'est installé ensemble, c'est une histoire d'homme, encore une fois, c'est une histoire d'amitié, mais on a envie de faire quoi de notre lieu en fait? On a un lieu qui nous appartient, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vas manger chez des amis, tu leur demandes pas le menu avant d'y aller, quoi. Nous on a en plus le titre d'auberge. À l'époque, tu peux te remettre un peu en situation, tu vas manger chez l'aubergiste, bah, tu manges ce qu'il a préparé, il avait de la soupe, le chaudron, tac, il te sert ton bol de soupe et tu t'adaptes et voilà. Après, on le fait version gastro parce qu'on sait faire que ça. Enfin non, on sait pas faire que ça, mais qui peut le plus peut loin. Mais t'as envie de dire venez manger chez nous et détendez-vous, passez juste un bon moment. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait en amont pour essayer de vous donner du plaisir. Alors après, tu fais jamais 100%, tu as toujours des gens qui seront pas contents et ça c'est la vie, tu peux pas plaire à tout le monde, mais ça fait partie de la vie en règle générale. Et je répète, il y a de la clientèle pour tout le monde. Moi ce qui m'importe c'est que nos restaurants ils tournent, c'est qu'on ait de la vie dans nos restaurants et que les clients ils y prennent du plaisir. Tu sais, t'as pas plus beau pour un cuisinier et tu pourras dire ouais, il fait du marketing ou ce que tu veux, mais t'as pas mieux qu'un client à la fin de ton repas qui paye et qui te dit merci pour le moment de bonheur que tu m'as donné. Tu travailles pour ça. Et tu reprends les choses à la base. Qu'est-ce que tu veux faire de ton restaurant? Qu'est-ce que tu veux proposer à tes clients? Quelle histoire tu veux raconter? Ouais, quelle histoire tu racontes, mais pour qu'à la fin, il ait pris autant de plaisir à manger que toi le cuisinier. Tu sais, je reviens sur le côté un peu égoïste de notre métier qui dit si tu prends pas de plaisir toi-même, tu pourras pas en donner aux autres. Mais là, c'est exactement pareil. La finalité, c'est de donner du bonheur à tes clients avec le plaisir que toi, tu as pu prendre à créer un plat. Tu t'arrêtes là. Et pour moi, un restaurant, ça doit rester basique. Ça doit être un lieu de fête, de joie et de bonheur. Ouais. Basique. On est pas mal là. Hein. Il y a un rappeur qui dit simple, basique. Ouais, simple, basique. Ok les gars. Alex? Et bonjour à toi. Alors, nous sommes à Oxygène, le restaurant dans lequel tu travailles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous dire depuis combien de temps tu bosses ici, comment ça se passe, voilà. L'importance de ce lieu. Écoute, Oxygène, c'est ouvert depuis un an. Un an où on est ici, dans cet endroit magnifique qui est le nord de la Thaïlande, Chiang Mai particulièrement, cette ville qui est culturelle à la Thaïlande et qui est imposée comme ville vraiment la deuxième plus grande ville de Thaïlande, qui est pour moi, je dirais, la niche de tout ce qui est production locale dans la majeure partie de la Thaïlande. Et Oxygène, ouais, c'est un restaurant qui a été monté par Cross2. On est dans l'hôtel de la marque Cross2. Et on a comme chef consultant Nicolas Isnard, et avec qui on travaille en relation assez serrée
pour créer quelque chose d'assez unique ici en Thaïlande et surtout ici à Chiang Mai. Exactement, bah, moi je suis un pur cannois de souche, moi je n'ai jamais trop bougé de Cannes. Je suis vraiment ancré à Cannes, à la Méditerranée. Et à... Ouais, vas-y, mais déjà que j'ai du mal, si commence à me couper. C'est beaucoup d'avions, sinon on va même pas t'entendre. On laisse tourner, tu vois, je fais même pas, j'arrête pas tout, on laisse tourner et dès qu'il est un petit peu loin. Mais ça fait joli, ça fait. Allez, si vous pouvez continuer, je pense. Donc Canoa, donc tu nous as fait un Cannes Chiang Mai direct. À Cannes, Chiang Mai direct, ouais, je suis pas passé par la case départ, enfin je suis pas touché les 100 000, je suis parti à Cannes. Et t'avais ton resto à Cannes. C'est ça, ouais, j'ai eu mon restaurant, je l'ai gardé 7 ans mon restaurant dans le quartier historique du Suquet. Enfin moi à la base je suis pâtissier de base. D'accord. Mon père était chef pâtissier et dès mon plus jeune âge, pour éviter que je fasse un peu trop de bêtises, il m'a forcé à aller en cuisine, enfin en pâtisserie, À bosser avec. où à bosser avec lui. Où j'ai vraiment appris, j'ai toujours grandi dans cette atmosphère, vu qu'il était pâtissier, atmosphère de gars de la restauration, de cuisinier, et j'ai toujours aimé. Et c'est vrai qu'il m'a donné le goût de... Il y a très peu de métiers où tu peux prendre autant de passion dans ton métier. Et mon père était vraiment un passionné, il m'a transmis cette passion sur le détail, sur un peu tout, le goût, et tout ce qui va avec. Puis après, en grandissant au fur et à mesure des années, ouais, je me suis vraiment pris au jeu du goût, de la passion, de ce qu'englobe tout ce qu'est le métier de pâtissier à la base. Et après, j'ai un peu vrillé, j'ai dit c'est bon, pâtisserie, fais voir un peu ce qui se passe en cuisine. Et puis ouais, c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant avec mon associé à Cannes. Pause, Où on a... pause encore. On va passer une caution, plus c'est ton âge. Désolé. Je parle un peu des plats magnifiques qu'on faisait au On a fait des trucs. C'est bon, putain, t'as pas pu voir. Il est devant lui, il y a quelle heure de partir? Je vais essayer de rester longtemps là. Non, je lui ai dit 2h30, elle m'a dit ok, mais je pense que c'est à la suite. Elle nous a dit 15 fois qu'elle voulait pas être revenue en last minute, si c'est le week-end, 2h30, ça va Attends, toi, il faut que tu partes combien de temps t'as et savoir si j'ai le temps d'aller permettre de venir te chercher ou est-ce que je rentre direct à Donc Jean-Jacques. pour avoir. Ouais. Je sais plus, j'en sais plus. Et après, t'étais en train d'enchaîner sur un truc. Oui, que tu t'as brillé, que tu as eu envie de faire de la cuisine, Ouais. de lâcher un peu la pâtisserie. Ouais, j'ai pas lâché la pâtisserie, j'ai gardé la pâtisserie tout le temps. J'ai eu bossé dans un restaurant avant que je prenne le mien, où la pâtisserie était vraiment très proche de la cuisine. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment regarder, parce que je regardais, je suis le genre de personne qui s'intéresse à tout, donc forcément ça a été plus facile d'apprendre juste en visionnant. J'adorais ça. Vu que j'adore mon métier, j'ai tout fait pour apprendre le plus possible, engranger le maximum de connaissances pour pouvoir dire ouais, un jour je serai professionnel et c'est mon métier et c'est ce que je veux faire. Donc tu es passé du coup de la cuisine. Donc je suis passé, ouais voilà, après j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant avec un ami que j'ai connu dès l'apprentissage en fait. Ouais. On a ouvert notre restaurant, c'était une belle expérience avec ouais, j'avais 23 ans. 23 ans. Premier restaurant, 23 Non, ans, attends, à je te dis de la Cannes. merde. 2010, 2011. Je l'ai ouvert 2011. Ça fait, j'ai 34 ans. J'ai 34 ans, 2011. Là, il faut que tu m'aides. Il y a encore de l'alcool qui m'empêche de compter. Il y a 7 ans, là t'as Gros. 34 ans, mais donc t'avais 27. 27 ans. Ouais. Trop loin quoi. J'ai ouvert, j'avais 7 ans. Mais en fait, tu t'es dit, voilà, je me sens prêt, j'ai envie d'ouvrir mon Ah ouais, j'avais vraiment envie. Et puis j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir ouvrir ce restaurant dans ce quartier qui était le Suquet, qui est une rue qui est assez connue à Cannes. Donc ouais, j'ai dit pourquoi pas. Et puis pour engranger encore de l'expérience. Donc quel genre de cuisine tu servais, tu proposais dans ton resto? Non, ça je peux pas te le dire. En fait, je faisais que de la thune moi. Enfin, je travaillais pour faire de la thune. C'était Cannes. Il y avait des congrès, c'était. Qu'est-ce que je dois dire alors du coup? Je fais quoi? Non, mais Ouais, de la cuisine locale. Après, c'est
film de marché en fait. C'était Ouais. les cuisines, le poisson, tout ça, c'était vas-y, parle de tout ça, c'est cool. Ouais, Faire de la thune. Je fais des loves. là aussi, on a des petits dossiers comme ça, ça nous emmerde, on balance. Ouais, bah la cuisine, enfin forcément Cannes, la Méditerranée juste en face, beaucoup d'amis parce que j'ai grandi à Cannes, des amis pêcheurs, des amis chasseurs sous-marins qui me ramenaient des produits qui étaient vraiment exceptionnels et avec lesquels on s'amusait. Enfin, je m'amusais vraiment pour proposer à la clientèle quelque chose d'unique. Enfin, je pense que tout cuisinier doit travailler avec un excellent produit à la base. Et quoi. Oui, si t'as un réseau de fournisseurs. C'est ça, j'avais vraiment un réseau de fournisseurs à Cannes et j'adorais travailler comme ça avec, c'est plus des collègues, ça devient des amis, enfin j'ai grandi avec eux. Et ici on a vraiment fait ça avec Nico, on a poussé le truc à fond en se disant il y a plein de petits producteurs locaux ici, il faut les trouver, on va les chercher, on va les trouver. Et ouais, je pense qu'on est bien arrivé à se faire une qualité, vraiment une qualité de fournisseurs locaux, des petits producteurs qui est essentiel pour la bonne marge d'Oxygène aujourd'hui. Et pour, j'imagine, l'inspiration des menus. Quand tu vas aller voir Jacques, tu vas dire attends, il a tel truc absolument incroyable. Le truc qui est vraiment différent ici, c'est la saisonnalité qui change totalement avec la saisonnalité qu'on peut avoir en France. Ici, moi, je peux avoir des fleurs de courgettes au mois de décembre, chose qui est impossible en France. Elles vont durer bien plus longtemps, la saison va durer bien plus longtemps dû au climat et à tout ça. Donc, ouais, c'est marrant de voir. C'était ça au début ou c'était plus juste un fonctionnement différent C'est vraiment un fonctionnement différent. Après, compliqué, non, on s'adapte. On s'adapte avec les produits que la Terre nous donne. Et du coup, on crée, on s'amuse, on voit des choses différentes. La créativité vient avec aussi le changement comment dire, d'atmosphère, d'environnement. Ouais. Le changement d'atmosphère, ce que tu as connu en France, ce que tu as appris et que tu as fait. Et quand tu arrives ici, les goûts, les saveurs, l'atmosphère, enfin tout qui est différent. Donc du coup, tu jongles entre les deux et puis c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Alors, je demandais à Nico tout à l'heure si, c'est un peu plus long à faire, mais si tu dois définir un peu la cuisine. Ouais, bah oui. Ah, c'est super formateur là. On reste focus, t'es juste on y va là. Alors, il y a quelques jours, 2 jours, il y avait l'œil craton ici à Chiang Mai. Ouais. Vous avez travaillé sur un menu spécial avec Nico. Tu peux nous raconter un peu les plats que vous avez fait, comment vous avez travaillé? Forcément, c'est une fête thaï, c'est la fête de la déesse de l'eau, une fête qui est magnifique ici en Thaïlande, il y a des lanternes de partout. C'est vraiment une fête thaï, donc on a essayé de respecter au maximum la cuisine thaï, comme on fait un peu tous les jours, mais en y ajoutant notre touche qui est un peu se servir de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime en goût, et de l'adapter à la cuisine thaï. Donc du coup, on est parti sur un ceviche de somtam. Ok. Donc le somtam, pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose qui est assez acide et piquant à la fois. Nous, on a réduit, comme on fait toujours, on réduit un peu le piment et on a rajouté un peu de citron vert. On a toujours ce goût unique qui est le somtam avec ses cacahuètes. Putain, j'ai oublié la recette quoi. Cette sauce poisson. Sans ketchup. Sa mayo sans ketchup. Le somtam qui est un plat typique ici, c'est la salade par excellence de la Thaïlande. C'est fait avec de la papaye verte, une papaye qui est donc pas mûre, des carottes, de la cacahuète et tout ça mélangé dans cette sauce, ce dressing qui est assez puissant et très bon en goût, mélangeant de la sauce poisson, un peu de sucre, du sucre de palme qui va apporter un peu cette rondeur. On s'est servi de cette recette pour y apporter le ceviche de Sibas. On a du loup, donc du loup qui nous vient de Phuket, un loup d'une qualité exceptionnelle. Et nous, on l'a adapté, en fait, cette cuisine thaï à la cuisine française, un peu, enfin française, on va dire, c'est Amérique du Sud, mais c'est plus du sud, dans le sud enfin je veux dire, en sud de la France, en Méditerranée, on en mange aussi, quoi. Donc voilà, c'est toujours jongler entre comme disait Nicolas, c'est une cuisine, on n'a pas une cuisine qui est fermée, on a une cuisine qui est assez mondiale, et tant que ça nous plaît à nous, et qu'on aime ce qu'on fait, on se dit, ok, on le donne aux clients, quoi. On devrait le plaire aux On clients. avait le ceviche avec quoi d'autre dans ce menu de l'œil craton? Ce qu'on a pris en photo surtout si possible, comme ça on peut faire un petit Je sais même plus ce que t'as fait. Kaosai, voilà, c'est ça. Fais Kaosai et Kaokamu, on est bon. Street food, pense à la street food. Street food. L'inspiration, tu vas être redondant, on va dire un peu suivi, mais c'est la base, c'est vrai. Ouais. C'est parti de là. Donc ce somtam qui est vraiment street food, le menu est entièrement fait street food.
Parce que la Thaïlande, c'est ça, c'est la street food, c'est connu dans le monde entier pour ce que vous pouvez manger à l'extérieur, dans la rue, dans les petits shops. C'est une cuisine qui est excellente. Et hyper inspirante pour des chefs. Il y a des saveurs incroyables dans la street food que tu chopes et que tu vas retranscrire dans Exactement, nous on s'amuse, enfin, on adore ça, quoi. On goûte un truc, c'est nouveau, enfin, ou même qu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on va l'adapter. Après, on a l'œuf Khao Kamu, comme c'est des jarrets de cochon qui sont cuits dans un bouillon avec de la sauce soja noire, il y a de la cardamone, il y a énormément d'épices, de la badiane, de la cannelle, putain, mais quel autiste que je suis, quoi. Vas-y, dis juste la cannelle et moi c'est bon. Ouais, après, Dis la cannelle, juste la cannelle, dis-le bien à la caméra comme ça je l'ai. Cannelle, de la cannelle, des clous de girofle, putain d'autiste de ta mère. cannelle, coup de girofle, badiane, la base. Ouais, c'est bon, tu l'as dit déjà. la baguette. Ouais, on les a. Donc tout ça. Et tout ce cochon-là est mariné et cuit pendant des heures, il crache son jus, enfin, c'est vraiment puissant et très bon en goût. Et puis, ils le cuisent à une perfection, enfin, ça se détache, ça fond en bouche, ça reste juteux, c'est vraiment excellent. Ils servent ça avec du riz et un œuf qui est parfait. Et nous, quand on a vu cet œuf-là, on s'est dit, ok, viens, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et puis, on a refait un plat, on va dire français, du terroir aussi. On a refait un pâté de tête, comme un pâté de tête, avec ce cochon qui est mariné, le cochon qui crache beaucoup de gélatine. On a refait un pâté de tête, un œuf qui est cuit, qui est parfait, qui coule sur ce pâté de tête thaï, fait avec de la coriandre, pareil, des carottes, enfin des goûts thaï. Et dessus, on apporte cette sauce qui est pas juste un bouillon, mais qu'on a vraiment fait en sauce sur l'œuf et qui va apporter une puissance dans le. Et le riz, on l'amène par les chips. Ça, Ouais. Je n'ai pas parlé, mais le riz dans le plat, il est aussi essentiel. C'est les garnisons de la steak. Les chips. Je pose une question, tu réponds comme ça avec ça. Non, là, j'ai quasiment. Enfin, je te refais. Après, au montage, je te dis, je fais Ouais. des petits cuts comme Ouais. ça. Ça C'est bon. tourne ou pas? Ouais, ça tourne, vas-y. Ouais, donc alors ce qu'on disait Nicolas, en plus, il y a le riz qui est le principal de toute la gastronomie thaï. Vous l'avez dans ce genre de plat, vous l'apportez comment? Putain, laisse-moi finir juste. Enfin, je suis désolé. Donc il y a cette sauce qui est super puissante et qu'on a refaite et qui est concentrée vraiment sur tous les goûts de ce bouillon qu'on va verser sur l'œuf. Et comme le Khao Kamu veut dire Khao c'est du riz, Ka c'est jambe et Mu c'est cochon. Le riz on l'apporte par des chips de tuiles de riz sur cet œuf. Et quand on mélange tout ça, on a du croquant, du soft, du coulant. C'est vraiment très bon en bouche. Enfin, nous, on aime. Et alors le deuxième plat, c'est un plat du Nord plutôt. Alors le plat, le Khao Soi, c'est vraiment le plat phare du nord de la Thaïlande, spécialement de Chiang Mai. C'est du poulet, souvent fait avec du poulet. Enfin, vous pouvez l'avoir avec de tout, mais c'est souvent du poulet. C'est servi, c'est très bon, c'est très goûtu. Et c'est pareil, c'est des cuissons longues. Des cuissons très longues avec du lait de coco, un curry qui est thaï, un curry qui est très jaune, qui est fait ici à base de galanga, de curcuma, galanga, gingembre, de curcuma. Et c'est un curry qui est très puissant mais très doux à la fois. Et ils se servent énormément de racines de coriandre suées pour cracher vraiment ce goût de coriandre. Ça n'a rien à voir avec la feuille de coriandre qui a ce goût spécial. La racine est beaucoup plus puissante. Et cette sauce-là est faite avec les racines de coriandre, de la cannelle qui font brûler. Donc ouais, pour moi, ça a été vraiment choquant de voir mes cuisiniers, mes gars, quand je leur demandais de faire leur recette de base. Et voilà, et de voir tout ça et de dire, ouais, d'accord, ça apporte ça en fait, ça, c'est tout dans le goût. Ils ont vraiment tout dans le goût. Bon, c'est sûr, à la fin, ils mettent un peu trop de piment, mais... Ouais, Donc ça, nous on s'adapte là-dessus et puis faire ce plat, ouais, c'est vraiment reprendre tous les éléments de ce plat thaï, mais enlever l'os par exemple, et puis travailler différemment le poulet, le faire confire dans la même sauce, le mélanger, le réassaisonner à notre goût un tout petit peu plus, et puis voilà, le servir avec une ébullition lait de coco, citron. La pâte dans le Khao Soi. Ah putain, Il se présente comment là, le Khao Soi? attends, Ils connaissent pas faut que j'explique le... Rapide, le poulet et la sauce, mais la base, quand tu manges un Khao Kamu, t'as Non, le Khao Soi. 80% de mouille en fait. Ouais. Donc là, tu l'as mis où la pâte dans ta recette? Vas-y, Donc il se
présente comment ce Toi, caosoy? ton plat, tu te rappelles plus comment tu le Tu fais? nous as Non. parlé du poulet. Il y a le poulet, il y a. Donc ce kaosoy qui est le plat typique, c'est à la base de la pâte, des pâtes, mais c'est des pâtes faites aux œufs, pas des pâtes de riz comme tout le monde peut croire. Et ils se servent de 2 styles de pâtes pour apporter le croquant et les nouilles en fait, des pâtes, des nouilles. Ils le font frire, ils font frire leurs pâtes, c'est comme des petites tagliatelles. Et nous on s'est servi, de la pâte pour en fait faire un cannelloni où on incorpore le poulet qu'on a fait cuire sous vide, qui est vraiment soft et très bon en goût suite à l'assaisonnement. Et la chips, on a remplacé la chips, on a fait une chips de pâte en fait au curcuma et aux épices qu'on peut trouver dans la sauce kaosoy. D'accord. Et donc on garde l'identité du plat tout en... En amenant dans des. Qu'est-ce que j'aurais pu dire là? Simplement, tu as travaillé les 2 textures des pâtes que tu as dans le kaosoy. Le côté croquant, frit, où nous on réinterprète les tagliatelles frites, on en fait des chips. Et les nouilles que tu vas manger comme ça, cuites dans le kaosoy, nous on en a fait une pâte à ravioles où on fait des cannelloni. Simplement, tu as les 2 textures, tu as les mêmes textures. Same but different. Donc du coup on a gardé les 2 textures. Les nouilles, nous on l'a retransformé en cannelloni. Et la pâte qui est frite, les tagliatelles qui sont frites, nous on en a fait une chips de pâte Pour avoir ce côté crispy. pour avoir ce côté crispy. Donc on garde les textures, on essaie de coller au maximum à la recette, en y apportant toujours cette petite touche qu'ils ont eux pas assez pour nous, c'est-à-dire le côté un peu acide. Nous on l'apporte avec un gel tamarin qui pour nous va vraiment réveiller les papilles, et en enlevant le piment pour enlever un peu le chaud quoi. Et alors c'est marrant parce que tu parlais des cuissons, tu parlais de ces 2 plats où il y a des cuissons super lentes qu'on appelle les slow cook. C'est ça. Et du coup, la cuisine thaïlandaise, il y a soit cette cuisson très lente, soit l'espèce de truc saisi rapidement. Donc Exactement. Même dans les codes des cuissons, c'est très différent de ce qui se passe en France, enfin dans la cuisine française. On peut trouver ça aussi, mais c'est vrai que c'est une cuisine aussi très, très, très rapide, c'est de la street food, donc il faut que ça aille vite, et c'est souvent ça, ils font des plats qui vont être cuisinés longtemps. Je peux vous parler d'un canard qu'ils font aussi qui est excellent, un canard qui est compoté, qui a des goûts d'orange, des goûts d'agrumes, aussi un peu de piment. Je me suis perdu. Le nom, je peux pas t'aider là-dessus. Je me suis perdu. Ouais, c'est très bien. Je suis un man. Ouais, bah super. Juste rapidement pour le foie gras, c'est ça? Je pense qu'on est bon, le foie gras, je l'ai, on va. Moi, je- Ouais, vas-y, fais-toi comme tu veux. Et si ça va avec moi? Non mais ça, je m'aimerais jamais de toute façon. La vie elle est trop nulle.